Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour, mon cher. Bonjour, mon cher Simon. Bon matin, comment vas-tu? Ça va très bien. Ce matin, on poursuit notre épopée de la conquête du Nord. Oui, absolument. De l'Abitibi. Hein? On avait surtout parlé de cette belle conquête-là dans les années... On parlait la semaine dernière des années 1900, 1910, 1920. Voilà. Près, on était rendu aux années 1920 environ. Là. Oui. Ouais. Et puis, dans le fond, c'est ça. La semaine dernière, il y a eu un petit lapsus, une petite erreur, mon cher Mais Simon. qui n'en fait pas? Ben, c'est ça, qui n'en fait pas? Surtout moi, j'en fais vraiment souvent. Ça te rend tellement plus humain, parce que sinon, t'es comme un dieu. Hein? Ah ouais? Ah, mais merci. Mais, tu gars, merci. Mais, non, ça, aujourd'hui, on va parler encore des années 1910, 1920, mais plus en détail, parce que la semaine dernière, on avait parlé des raisons pourquoi ben, pas nous, là, parce que nous sommes Témiscamingues, mais pourquoi les premiers Abitibiens, justement, sont allés en Abitibi pour coloniser ce territoire. Oui. On a parlé au début d'agriculture, bien sûr, parce que le clergé, le gouvernement voulait, ben surtout le clergé voulait mettre de l'avant l'agriculture, mais aussi le domaine forestier qui est florissant au Témiscamingue, au sud, depuis, à cette époque-là, depuis à peu près une 50aine d'années, voire plus, quasiment 60 ans. Et bien sûr, le domaine minier qui va embarquer dans les années 1920. Et puis, dans le fond, on va décrire un peu aujourd'hui le contexte économique, industriel de l'époque. Au début du 20e siècle, l'industrialisation, oui, est en plein essor et on a besoin de matières premières. Alors, c'est pour ça que, justement, on ouvre des régions de colonisation, que ce soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les années 1800, à peu près 1820, 1830, la Haute-Mauricie, les Hautes-Laurentides, etc. Et puis, arrive, après ça, ben, justement, le Témiscamingue, l'Abitibi. C'est surtout pour les matières premières, comme le bois, les mines aussi. Et Dieu sait que du bois, il y en a ici. Là, ben justement. Entre 1880 et 1920, là, c'est plein. Exactement. Et puis, surtout, une essence d'arbre qui est très importante pour le domaine forestier à cette époque-là, c'est le pin. Okay? Le pin blanc. Et puis, je fais un peu un petit aparté en revenant au Témiscamingue, mais au Témiscamingue, qu'est-ce qui a attiré les premiers... Dans le fond, les premiers investisseurs forestiers, les premiers exploitants, eh bien, c'est la quantité énorme de pin que nous avons au Témiscamingue ou que nous avions, parce qu'aujourd'hui, oui, on en voit encore, mais ça a l'air que dans le temps, c'était vraiment majestueux, la quantité de pain que nous avions. Et là, je ne parle pas, bien sûr, d'une prochaine chronique qui va être sur la boulangerie, comment ça s'appelait, la boulangerie là, proche du Carrefour Jeunesse Emploi? C'est pas La Croix, c'est... t'en souviens-tu? Non, t'en souviens pas, malheureusement. Mais on va faire... on va revenir. Alors, pour revenir à l'Abitibi, la colonisation de l'Abitibi débute officiellement vers 1912. OK? Et puis, sa colonisation est vraiment différente de celle du Témiscamingue. Le gouvernement va beaucoup plus investir, va beaucoup plus être, dans le fond, il va beaucoup plus intervenir, si je peux dire, dans la colonisation de l'Abitibi, plus que le Témiscamingue. Là, je vous ramène, il y a plusieurs mois, OK, plusieurs chroniques, quand on parlait du Témiscamingue, c'était surtout le clergé, les communautés religieuses, etc. Mais pour ce qui est de l'Abitibi, ça va, justement, il va y avoir beaucoup d'investissement du côté du gouvernement. On a parlé du chemin de fer la semaine dernière. Oui. Mais aussi bientôt les routes et surtout une route que l'on connaît beaucoup. Hein, ceux qui sont en Abitibi surtout prennent le parc, hein, la route du parc. Et bien cette route-là, justement, va s'en venir très bientôt. Et puis en 1898, j'en parlais la semaine dernière, en 1898, l'Abitibi est intégrée au Québec. Oui. Et puis, c'est à partir de là que le gouvernement va plus intervenir. Comme j'ai dit la semaine dernière, construction d'un nouveau chemin de fer, le transcontinental, d'un bout à l'autre du Canada, ou comme disait l'ancien coach du Canadien, Claude Ruel, Python Ruel, d'un Atlantique à l'autre. Oui, d'un Atlantique à l'autre. Oui, hein, voilà. Alors, le tracé... Il était bon en géographie, lui. Hein? Oui, vraiment. Alors, un chemin de fer d'un Atlantique à l'autre, mon cher Simon. Et puis, le tracé va passer au beau milieu de l'Abitibi et on va voir les fondations des villes de La Sarre, d'Amos et Sainte-Terre. En 1913, les deux parties du chemin de fer se rencontrent à Sainte-Terre, comme j'ai dit aussi la semaine dernière. Et puis, c'est là que la grande aventure abitibienne commence parce que le chemin de fer va faciliter
le transport, oui, de marchandises, de colons, mais aussi, surtout, comme je dis, justement, des marchandises pour la colonisation, alors des instruments aratoires, puis tout ça. Ouais. Fait que ça va être bien plus facile qu'au Témiscamingue, avec le fameux Météor, avec des bateaux. Ben là, le chemin de fer se rend directement, on s'en va de Montréal, et puis on s'en va en Abitibi, on arrive à Sainte-Terre, on débarque le stock, puis on vire de bord, puis c'est fini. Fait que c'est vraiment plus facile. Pas facile, tu sais, on s'entend que les colons ont dû défricher comme des diables. Une fois que c'est défriché, c'est devenu un trajet, un moyen de transport beaucoup plus rapide et efficace que le bateau. Oui. Que le bateau, ou bien de se promener, d'avoir de prendre le cheval, etc. C'est ça. Alors, les colons vont subvenir à leurs besoins en vendant le bois qu'ils vont couper sur leur terre, bien sûr. Alors, c'est comme ça une première forme d'économie en Abitibi, justement, le commerce du bois. Et après ça, certains colons vont s'essayer en agriculture, mais on s'entend que dans le coin de Rouyn-Val-d'Or, ça marchera pas ben. En hiver, pour les agriculteurs qui, l'été, font de l'agriculture, justement, les chantiers forestiers vont les attendre. Alors, ces colons-là, ces agriculteurs vont aller travailler sur des chantiers forestiers en hiver, un peu comme les agriculteurs du Témiscamingue. Oui. Un peu le même phénomène qu'on voit en Abitibi. Et puis, le gouvernement investit de grosses sommes dans les années 1910 et 1920 pour améliorer le réseau routier, ce qui va amener énormément d'emplois, mon cher Simon. Et puis, de ces emplois, de ces employés-là, de ces travailleurs-là, eh bien, plusieurs vont décider de rester en Abitibi. Alors, c'est une première forme, justement, de colonisation, de sédentarité. Oui, c'est ça, une première vague interne d'immigration, on s'entend. Et puis, entre 1912 et 1924, il va y avoir 20 paroisses. OK, là, on parle de 12 ans, 20 paroisses abitibiennes qui vont être fondées. 1913, en Abitibi, on a compté, selon un recensement de cette époque-là, 329 habitants. Wow. Au début, 329, c'est pas beaucoup. 1920, 7 ans plus tard, 11 823. 11 823 habitants. Fait, c'est très rapide. OK, c'est très rapide. Et puis, 3 villages vont devenir des villes très rapidement. Alors, des villes dans le fond, de 1000 habitants et plus, qu'on considérait des villes à cette époque-là, au début du siècle dernier. Amos, Macamic et Lassar qui vont devenir des villes après quasiment moins de 10 ans. Alors, voilà, mon cher Simon, c'était l'histoire de l'Abitibi. De la colonisation du Nord. Oui. Le Grand Nord. Alors, pour terminer, je vous invite à rejoindre, la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, le patreon.com/SLTDH si vous voulez nous encourager financièrement. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.